Tribune présente le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Retour dans le 18-19 avec mon invité Raphaël De Andries, qui est le directeur général de Havas pour l'Europe. Bonsoir Raphaël De Andries. Merci d'être là. Vous êtes aussi membre du comité exécutif d'Havas. Vous publiez une enquête très très importante, je crois que c'est la deuxième fois, mais que du coup maintenant vous allez le faire à peu près à tous les niveaux, en fait qui se penche sur l'avenir des marques et qui dit que la manière dont nous, consommateurs, on recherche sur nos smartphones, quand on fait du search, quand on recherche les marques, mais finalement tout est en train de changer, notamment à cause des ChatGPT et autres intelligences artificielles. On va revenir sur cette enquête qui est passionnante parce que vous dites justement à propos de passion, il faut que les Français, ils ont des passions. Vous les avez identifiées, repérées et que les marques doivent s'inscrire dans ces passions pour devenir incontournables. Donc vous allez nous expliquer quelles sont nos passions, surtout à la veille de ces fêtes. Raphaël De Andries, j'ai une petite question d'abord, puisque chez Havas, c'est un peu vous êtes aussi un poste d'observation. Comment est-ce que vous voyez le comportement des entreprises face à cette instabilité politique ? C'est sûr qu'on a connu des jours meilleurs. Je dirais qu'il y a à la fois pas de panique sur ce qu'on dit dans notre jargon, le going, c'est-à-dire sur les affaires courantes, ça continue, il n'y a pas de baisse majeure ou de panique comme il y aurait en crise. J'ai envie de dire qu'elles ont l'habitude, les entreprises, elles ont vécu tellement de crises que maintenant, elles continuent, je dirais, d'assurer le quotidien. Ce qui souffre, c'est les projets. On a notamment, nous, chez Havas, une société d'études qui s'appelle CSA. Et là, on voit bien que sur notamment les études qualitatives, par exemple, pour les nouveaux projets, les nouveaux produits, les nouveaux services, là, il y en a moins. On voit bien que les entreprises, elles sont attentistes. Donc, pas de drame, mais vraiment un ralentissement des nouveaux projets, de l'innovation, de la dynamique. Oui, ça c'est préoccupant. Oui, c'est la dynamique, parce que la croissance, elle est là. On voit les chiffres encore de l'INSEE. Je veux dire, c'est pas mirobolant, mais enfin, bon, c'est 0,9%, peut-être 1% en mi-2026, donc c'est plutôt beau. Enfin, plutôt inespéré, plutôt que plutôt beau. Mais, comme vous dites, la dynamique, elle est un peu cassée, surtout la dynamique dans l'esprit des chefs d'entreprise. Non, c'est un peu ça. On les sent quand même un peu déstabilisés, qu'ils ne le seraient pas. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise qui a ce niveau d'incertitude sur les taxes, sur les enjeux d'exportation, sur les droits de douane, sur les taux de change, aujourd'hui, c'est un choc majeur, on va le voir dans les résultats, on l'a vu dans les résultats. Comment voulez-vous, quelle est la confiance nécessaire pour avancer, pour innover ? La confiance, c'est de notoriété publique, c'est le premier moteur de l'économie. Et donc aujourd'hui, la confiance... on parle un peu de résilience, ce mot a été beaucoup utilisé, donc les gens font le dos rond, avancent vaille que vaille, mais la confiance, elle n'est pas là. Et comment voulez-vous qu'elle soit là quand on voit le spectacle qu'on a ? Est-ce que vous en voyez, puisque vous qui sondez un peu leurs états d'âme, est-ce que vous en voyez certains qui baissent les bras, qui disent « Bon, attendez, la France, là, pour l'instant, merci, non merci, j'ai donné, et donc je vais ailleurs ». Non, non, je vois pas de gens qui baissent les bras. Je vois des entreprises, et d'ailleurs Havas, et je salue en cette veille de Noël nos collaborateurs qui se bagarrent tout le temps, mais pas seuls, avec leurs clients, avec des interlocuteurs qui cherchent des idées, des solutions, avec les médias aussi, qui, je dois dire, sont des partenaires incroyablement utiles en ce moment. Donc il y a un écosystème français, y compris des boîtes internationales présentes en France, qui se bagarrent. Et quand je dis bagarre, c'est pas des mots comme ça de télévision, qui se bagarrent littéralement pour défendre les intérêts de leur entreprise et de leurs salariés. Donc oui, on n'abdique pas. Vous n'abdiquez pas, cela dit, je recevais Mercedes Hérac, vous connaissez bien parce qu'il est dans votre groupe, et qui faisait la semaine de la com. C'était un peu un peu de cri d'alarme qu'elle poussait, parce que c'est vrai que la pub pour 2026, on le voit ici, ça va pas terrible, c'est pas terrible 2026. Je sais pas, enfin peut-être, je suis peut-être moins pessimiste que Mercedes, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la publicité, quand elle est bonne,
on voit ce spot Intermarché que nous n'avons pas fait nous. Ouais. Je le dis d'autant plus volontiers. Quand Incroyable, on a une bonne, hein. incroyable, et français de A à Z. Et quand une bonne publicité, on en a des très bonnes chez Havas, mais quand une bonne publicité, ça bouge les lignes, ça amène les consommateurs en magasin, ça permet d'enjamber le fameux chat GPT dont vous parliez, où votre marque elle est en train de descendre au tréfonds d'un algorithme qu'on ne comprend pas. Dont vous allez parler, Raphaël Et dont je vais parler, mais en tout cas, oui, moi je crois que la publicité, il faut juste, elle vend. En revanche, elle doit aussi savoir se vendre elle-même et avoir une valeur. Alors, je pense que c'est le propos de Mercedes aussi. Alors, expliquez-nous cette étude qui s'appelle Five to Play en 2025. Donc, c'est la deuxième fois que vous faites cette étude. Alors, pourquoi vous la faites? Quelle est un peu l'origine de cette étude qui est quand même assez passionnante? Enfin, du moins, j'espère que ça va passionner nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est la première cartographie des passions françaises, au fond. Oui. Et donc, je pense que ça intéresse tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui ont une passion. Alors, certains, ça va être la chasse, d'autres, ça va être la danse western, le troisième, ça va être le K-pop, un autre, ce sera l'escalade, peu importe, mais tous les Français ont une passion avec laquelle ils entretiennent un rapport très fort, très affectif. Mais alors, pourquoi c'est important d'abord? Expliquez-nous pourquoi c'est important de connaître, d'identifier ces passions françaises. C'est très important parce que, du point de vue des marques, quand elles cherchent aujourd'hui à rentrer en contact avec les consommateurs, si elles ne veulent pas disparaître dans des algorithmes, dans des rayons énormes ou dans toute cette forme de quantité, de massification qui fait que c'est dur d'émerger quand vous êtes une marque, il faut qu'elles trouvent d'autres chemins. Et les passions, c'est un autre chemin. C'est-à-dire que si vous allez rencontrer un passionné de ski dans son univers, tout d'un coup, il va vous accorder une attention plus forte si jamais vous lui parlez avec authenticité. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, la manière, ce que vous nous expliquez, c'est que la manière dont aujourd'hui on fait, nous, nos recherches quand on veut voyager, quand on veut faire quelque chose, il faut faire attention parce que tout a changé, en fait. Mais c'est absolument ça. Avant, c'était relativement simple. Vous faisiez un spot à la télévision, une page de pub, vous étiez dans votre rayon et puis en gros, ça fonctionnait. Aujourd'hui, avant d'arriver à un achat, vous allez demander à Google, vous allez demander de plus en plus à ChatGPT ou à Mistral, vous allez ensuite aller sur les réseaux sociaux, vous allez faire vous allez être sur Amazon, oui. Voilà, donc vous devenez en fait, et donc c'est du point de vue du consommateur, c'est une reprise de pouvoir énorme, même si il dit qu'il est un peu paumé, qu'il est un peu fatigué de tout ça, c'était quand même plus simple avant, et pour une marque, ça veut dire que quand vous aviez un accès à peu près simple avec le consommateur, vous n'avez quasiment plus. Donc il faut aller là où lui se trouve sur des choses à des moments où il est dans un rapport un peu plus détendu et donc venir lui rendre service autour de ses passions. Parce que sinon, si vous avez une marque qui n'est pas répertoriée, vous vous trouvez au tréfonds. Vous disparaissez, même si vous êtes formidable. Oui. Donc, à partir de là, vous vous êtes dit, tiens, comment rendre en fait les marques incontournables. Tout à fait. Et donc, vous êtes dans un premier temps penché sur les passions françaises. Alors, il y a combien de types de passions? Vous en avez identifié combien? 109. 109. J'ai envie de dire c'est tout, parce qu'en plus, il y a des passions masculines, des passions féminines. Et des passions mixtes. Et des passions, et voilà, j'allais dire, et des passions mixtes. Alors, bon, on va pas toutes lister c'est quoi, grosso modo, les têtes de gondole, si vous me permettez cette expression? Alors, les têtes de gondole, sans surprise, ça va être les séries, le voyage, la cuisine, le cinéma, la lecture, par exemple. Oui. Ça, c'est des passions très répandues, mais quand vous êtes un amateur... 1 sur 2 sur les séries. Absolument. Ouais, on est Ils le disent, hein. Ouais. Donc c'est pas... donc c'est quand même... Mais en même temps, quand vous êtes un amateur de séries, vous levez pas le matin en vous disant « je suis un amateur de séries », donc c'est des passions qui sont très larges, mais qui ne vous définissent pas. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez des passions qui vous engagent beaucoup, donc vous vous dites « moi, je suis par exemple un chasseur, je suis un pêcheur ». Je fais de l'escalade, je fais du skateboard, j'adore la K-pop ou je suis un entrepreneur. Voilà des passions qui sont un peu moins répandues, mais qui sont quand même plusieurs millions de personnes et qui vous définissent vraiment. Donc si une marque arrive à trouver, je dirais... Une porte d'entrée ? Une porte d'entrée. On l'a fait pour une grande marque de fast-food avec du manga, par exemple, où on a fait un produit, toute une gamme de produits autour de ça et un burger brandé par une marque de K-pop. Ça a été
extraordinaire comme résultat, parce que tout d'un coup, tous les fans sont venus se ruer dans l'enseigne. Donc voilà le genre de connexion que l'on peut faire grâce aux passions. Mais ça veut dire que, par exemple, puisque dans vos passions, il y a le football, bon, évidemment, il y a là-bas, vous l'avez dit, il y a l'e-sport, il y a les fléchettes, il y a le tatouage. Le tatouage, on va le garder pour tout à l'heure, parce que c'est une communauté très très forte, comme celle des entrepreneurs. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il y a un lien entre celui qui aime l'e-sport ou les fléchettes. Est-ce qu'il y a un lien pour les marques, ou les marques doivent trouver des entrées à chaque fois dans les passions? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que absolument. Je ne sais pas, si vous êtes une grande marque de burgers, bon, si vous entrez dans l'espace fléchette, vous n'allez pas en vendre beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment vous faites pour agréger toutes ces passions? Alors, chaque passion a sa clé. Et donc, il faut être pertinent. Les Anglais vous diront que les fléchettes, c'est un sport national en Angleterre. Tous ceux qui ont fait des études, je crois que c'est votre cas en Angleterre, savent que c'est une religion là-bas, les fléchettes. En France, c'est un petit truc anecdotique. Mais si vous arrivez à rentrer en résonance avec ça, il y a quand même 2,5 millions de personnes qui se lèvent le matin en se disant « moi, je suis un passionné de fléchettes ». 2,5 millions de personnes, pour certaines marques, c'est un énorme marché. Donc voilà un exemple très concret d'une passion absolument pas exploitée et qui tout d'un coup peut offrir un grand potentiel si on le fait avec justesse, avec authenticité, avec humour probablement. Quand vous dites par exemple le tatouage, vous avez identifié ça comme une... Bon, il suffit de regarder, notamment chez les jeunes. C'est une véritable passion. Et alors, ça crée quoi? Ça crée une communication. Qu'est-ce qu'aiment les gens? Quelles sont les marques qu'aiment les gens qui se font faire un tatouage? Alors ça, c'est un formidable contre-exemple. D'ailleurs, Jérôme Fourquet s'est penché sur cette France tatouée. Le tatouage, c'est une contre-culture. Donc ça veut dire que quand vous tatouez, c'est une partie de vous que vous mettez un peu à côté de la société. Et donc une marque, c'est difficile pour elle de rentrer dans le monde du tatouage. Donc moi, je ne recommanderais pas ça. Peut-être ponctuellement s'il y a un cas précis, mais je ne recommanderais pas ça parce qu'en fait, les gens, sur cette partie-là de leur passion, de leur vie, n'ont pas envie que le modèle dominant vienne rentrer là-dedans. Donc c'est là aussi il faut faire attention, c'est que vous avez des passions qui sont réceptives aux marques et vous avez des passions, je pense à l'e-sport, le bien-être animal. On le voit notamment sur la cosmétique. L'entrepreneuriat, on y reviendra peut-être, très réceptif aux marques. L'alimentation bio, on en parlait juste avant. La F1, là, quand vous êtes une marque, si vous trouvez votre chemin, les gens, tout d'un coup, vont vous ouvrir leur cœur et peut-être leur porte-monnaie. En revanche, le tatouage, typiquement, est quelque chose qui est considéré comme... Une résistance. Une résistance au monde dominant. D'ailleurs, on pourrait être les deux, mais en tout cas, sur la partie tatouage, on n'a pas envie d'être embêté par une marque. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça, passions, qui sont un peu des contre-cultures? Oui. Et c'est quoi? Alors, on a la randonnée. Quand vous êtes dans un monde... c'est un peu logique, on voit bien un peu le si vous profil. êtes une chaussure de randonnée, il n'y a pas de problème. Non. Mais si vous essayez de rentrer comme ça, par réfraction dans le monde de la randonnée, c'est d'une sorte de bulle, la randonnée, où les gens se disent « je veux être en dehors du monde ». Donc si le monde vient vous embêter pendant que vous faites de la randonnée, c'est mal vécu. Vous avez la country, le phénomène, on connaît moins ça à Paris, mais en province c'est très connu, la danse country, ça fait un malheur. C'est en train de faire un malheur. C'est en train de faire un malheur absolument, mais c'est un peu une sorte là aussi de contre-culture, un truc un peu à part, donc c'est très très subtil. Donc je dis pas qu'il faut pas y aller, mais il faut y aller avec beaucoup. À mon avis, il faut aller un peu danser avant là-bas dans la danse country avant de le faire. La chanson française, curieusement, la chanson française est un patrimoine culturel dans lequel les gens disent on n'a pas besoin des marques. Voilà, ça sort comme ça, c'est parfois... Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? Parce que vous en listez, la liste est assez longue, relativement longue. Il y a combien des passions françaises qui sont réfractaires aux marques? Vous avez dit il y a 109, vous avez identifié 109 passions, d'accord? Il y en a combien qui sont réfractaires? Il y en a 20%, je dirais à peu près, où les marques sont... parce que c'est un peu des contre-cultures. Elles ne sont pas welcome, elles ne sont pas bienvenues. Non, c'est des bulles. Et c'est bien, je veux dire, moi qui aime les marques, je trouve ça bien qu'il y ait aussi des endroits où il n'y ait pas de marque. Donc c'est pas un problème. Et d'ailleurs, une même personne peut avoir une passion qui est propice à un lien avec une marque, où une marque a un vrai service à rendre, et une autre où il se dit non, moi quand je fais de la rando, j'ai pas envie de marque. Voilà, si je regarde une série, ça me dérange pas un product placement. Les entrepreneurs, nous on peut le voir ici sur BFM Business, parce que évidemment on est aussi très écouté et regardé par cette communauté d'entrepreneurs. Elle est quoi? Elle est réfractaire aux marques? Ça m'étonnerait beaucoup quand même. Pas du tout. Elle est très ouverte aux marques. Oui, c'est un peu logique parce que on est dans le monde de l'entreprise. Et complètement. Et moi, je vous avoue que j'ai été surpris que ce soit une passion aussi vive, aussi engagée. Les gens se définissent, les gens ont des combats, les gens défendent l'entreprise.
c'est pas forcément politique, mais se définir comme entrepreneur. On consomme des tonnes de contenu lié à l'entrepreneuriat, au monde de l'entreprise. Vous en êtes un exemple parfait. Vous existez aussi grâce à cette communauté. Vous en êtes la démonstration. Et donc c'est intéressant de voir que cette communauté, elle peut aussi. Oui, elle a ses chemins parallèles. On le voit bien. Je veux dire, il y a des tas de WhatsApp différents, il y a des boucles dans tous les sens. Et les gens consomment des tonnes de contenu liés à l'entrepreneuriat. Et donc, si une marque trouve un chemin intelligent dans l'entrepreneuriat ou défend l'entrepreneuriat, aujourd'hui, elle sera créditée de ça. Vous avez fait dans cette étude, il y a 68%, ça fait beaucoup quand même, des Français qui apprécient que les marques s'engagent dans leur territoire de passion. Alors, c'est quoi un chemin intelligent, Raphaël De Andries, notamment pour l'entrepreneuriat, mais d'autres passions, c'est quoi ? Il faut que l'expertise de la marque, ce pourquoi vous pensez qu'elle est forte, qu'elle a une compétence, vienne apporter quelque chose à votre passion. Je prends un exemple sur une marque de télécommunications qui s'est engagée dans chercher un terrain. On lui a proposé le running parce que ça monte très fort. Et donc, elle nous a dit, le running, oui, c'est vrai, ça m'intéresse. Il faut qu'on trouve un lien. Et nous, on lui dit, mais en fait, il y a un lien tout trouvé. Aujourd'hui, le running, 100% des gens qui courent ont une montre connectée qui prend leurs statistiques, cherche des gens qui courent à la même vitesse qu'eux, au même rythme, au même truc. Et donc, on a créé une communauté technologique autour du running. Cette entreprise a créé des tas de devices, d'applis, de choses comme ça liées à ça, et elle a importé un service. Et donc, les gens, maintenant, se disent, tiens, ma passion running, sans cet opérateur télécom, elle sera moins intéressante qu'avant. Et donc là, vous avez une rencontre parfaite entre une marque et une passion. Oui, en même temps, comment faites-vous ? Parce que il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup plus de marques de passion française. Puisqu'il y en a 109, il y a beaucoup plus que 109 marques. Comment fait-on ? Je veux dire, comment une marque peut-elle faire pour trouver son chemin ? D'abord, non, mais parce qu'il y a beaucoup de compétition, quoi. Je veux dire, il y a peut-être différentes marques de télécom qui ont voulu faire cette montre connectée qui fait que ou de device. La réalité, c'est que les marques ne se sont pas encore n'ont pas pris la mesure de cette opportunité. Ouais. Nous, on a carrément créé une agence sur ce sujet qui s'appelle Avasplay, qui est l'agence qui publie cette étude, parce qu'on a vu que les marques avaient de plus en plus de difficultés à rencontrer leurs consommateurs, à exister tout simplement, et en même temps, elles n'ont pas cette culture-là, parce que d'abord, elles regardent souvent le monde à partir d'eux-mêmes, pas à partir de ce que les autres pensent. Ça demande une modestie. Je ne dis pas que les marques ne sont pas modestes, mais certaines ne sont pas dans cette culture-là, donc il faut un peu bouger, il faut accepter de s'adapter, et pas juste d'acheter un spot publicitaire qui dit ce qu'on a envie de dire, d'essayer de comprendre en profondeur ce qui intéresse les gens, donc ça demande une forme de modestie qui est différente de ce que l'habitude du marketing classique, et puis voilà, et donc on a de plus en plus de marques qui viennent nous voir, mais surtout au lieu de dire tiens je trouve ça sympa, ou mon patron aime le golf, ou moi j'aime la voile, ou je ne sais quoi, la musique classique, nous on vient objectiver tout ça avec une cartographie quantifiée sur les passions. Oui, j'ai envie de dire, vous avez un peu professionnalisé les passions, c'est-à-dire qu'avant, Absolument. Comme vous dites, c'était lié pour faire plaisir à mon boss, mais là, vous essayez d'expliquer que c'est très important pour les marques de ne pas se laisser distancer. Mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi une question de moyens ? C'est-à-dire qu'on voit, il y a des grandes marques qui sont maintenant dans la Formule 1 ou dans le sport, mais elles arrivent avec des millions sur la table. Donc c'est un peu différent, quoi. C'est un peu plus facile. Écoutez, c'est aussi une alternative pour celles qui n'ont pas autant de moyens. Je le dis, je cite la marque ici parce que c'était complètement public. Quand Beanuts, qui appartient à Andros, arrive sur le marché du beurre de cacahuète avec un budget qui est sans comparaison avec les pâtes à tartiner qu'il vient concurrencer, on l'amène sur le GP Explorer de Squeezie. Je ne sais pas si nos téléspectateurs le connaissent, mais leurs enfants en tout cas le connaissent. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous montez une écurie de Formule 1 avec de Formule 4000, avec deux youtubeurs hallucinants et qui, tout d'un coup, créent une espèce de phénomène de passion autour de ça. Et la marque est lancée avec beaucoup moins de moyens que ce qu'il aurait fallu pour affronter leurs concurrents dans un marketing classique. Et dans des marketing classiques avec des médias classiques, des médias traditionnels. Tout à fait. Dont on fait partie. Auxquels on croit. Nous, on croit beaucoup aux médias traditionnels. Vous y croyez. Mais en même temps, est-ce que c'est pas, comme vous dites, des Squeezie, d'autres, ou des influenceurs maintenant, est-ce que ça va pas passer par là ? Parce que
pour être incontournable dans ces différentes passions, ça veut dire qu'il faut un peu morceler son budget. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez vous rendre incontournable dans plusieurs types de passions, et ben donc ça veut dire que vous divisez vos investissements. Enfin, c'est un peu logique, non? Enfin, une marque, j'entends. Vous avez, alors d'abord, c'est la clé du succès pour une grande marque qui a des moyens, c'est les deux. C'est-à-dire que vous avez une grande idée, moi, le mot slogan, il me fait pas peur. Un grand slogan, par exemple, avec vous déployez une idée. Ensuite, en télévision, elle va être déployée de façon, je dirais, classique, mais ce qui ne veut pas dire ennuyeuse. Et ensuite, elle va venir se décliner, elle va venir accrocher telle ou telle communauté, plutôt sur le digital, sur le social. Et voilà, et c'est ça qu'on fait tous les jours. C'est le métier, finalement, de plan média qui est réinventé tous les jours. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi... pour les marques, il faut qu'elles se réinventent. C'est-à-dire que certes, vous citiez Andros, bon, ça existe depuis, je sais pas, un siècle, enfin depuis très très longtemps. Il y a un moment où il y a de nouvelles marques qui apparaissent. Il y a un positionnement qui est difficile parce que avant que vous rentriez un peu dans les marques historiques, et on voit bien qu'il y a des tas de marques qui disparaissent. Oui, nous, on a une étude qui s'appelle chez Havas qui dit que 78% des marques pourraient disparaître dans l'indifférence générale, y compris des marques que les gens connaissent. Donc le sujet, c'est d'être connu, certes, mais effectivement, c'est de rester pertinent, que les gens soient attachés à vous. Et pour ça, il faut être capable aussi de rentrer dans leur intimité. Alors pas de manière sournoise, de manière claire, de manière affichée, de manière authentique, en disant mais moi, je viens apporter ça à ce sport ou à ce phénomène culturel qui t'intéresse. Je viens créer des contenus. Mais oui, je pense que c'est un des grands enjeux et que une agence comme la nôtre, et on n'est pas les seuls, mais une agence comme Havasplay notamment, a été créée là-dessus, sur la capacité à accompagner des marques dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui est encore très valable, évidemment, les grands médias, tout ça, c'est très puissant, mais aussi dans la capacité à accoster le monde de demain et le consommateur de demain. On voit tous chez nous, tous ceux qui ont des enfants, des neveux, des filleuls, ils voient bien que c'est plus pareil. Et donc, si on veut être sur la table du dimanche avec à la fois les parents et les enfants, il faut les deux. Est-ce qu'en même temps, on s'en souvient que pour les plus vieux d'entre nous, la marque vedette Brandt, qui avait des marques justement très très fortes, comme quoi c'est pas suffisant d'avoir une marque une marque très puissante. C'est pas suffisant d'avoir une marque très puissante, ou en tout cas une marque très puissante d'aujourd'hui ne prend pas les mêmes chemins qu'à l'époque. Après, il y a d'autres. Il faut que votre produit, à un moment donné, rencontre un rapport qualité-prix acceptable. Mais la marque peut beaucoup. Vous savez, on cite souvent chez Havas le cas d'Evian. Evian, c'est une bouteille d'eau. Donc je ne dis pas qu'elles se valent toutes, elle est forcément magnifique. Mais à un moment donné, avec la jeunesse et les bébés d'Evian, Evian est revenu, et l'intelligence de ce grand client, l'intelligence est revenue grâce à BETC. Vous parliez de Mercedes. Les ventes ont explosé. Merci beaucoup. Merci Raphaël de Andriès, en tous les cas, d'avoir été avec nous. J'imagine que cette enquête, on ne peut pas la trouver sur votre site. Non. Elle nous voilà quelques merci en tous les cas beaucoup d'être venu ici nous la présenter. Le patron d'Havas France était notre invité. Tout de suite, c'est l'heure du grand journal de l'Écho. Stéphanie Colo de 19h, 19h30. Bonne soirée. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.